Mais en tout cas, ce que je veux dire, si je ramène ça au cycle 3, c'est que faites encourager les élèves à manipuler des objets physiques qui vont servir à construire le concept de fraction. On ne peut pas imaginer qu'on va simplement colorier et tracer sur un papier sans avoir manipulé des... Alors un chercheur donnait l'exemple d'un matériau en bois ou en plastique, je ne me souviens pas, avec des fractions, enfin des morceaux de disque, des portions circulaires. Des choses qui choquent. Est-ce qu'un quart, à un moment donné, si on manipule et si l'élève a dans sa tête ce que ça représente un quart, il pourra l'associer aussi facilement à quelque chose qui dépasse 1? C'est une question que je pose. Je fais l'hypothèse que non. Est-ce qu'un élève, comme on retrouve tous les profs de collège le savent, à un moment donné, il trouve un 1,5 plus 1,5 égale 2 quarts? Est-ce qu'on peut imaginer que si l'élève a manipulé suffisamment, on va avoir ce genre d'erreur, ou 1 tiers plus, je sais pas quoi, 2 cinquièmes égale 3 huitièmes, ce que vous voulez, mais le fait d'ajouter les numérateurs et les dénominateurs. Donc la manipulation, elle est là pour fonder un petit peu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pour construire, pour être la première étape d'une conceptualisation. Donc imaginez qu'on peut s'en passer au moment où on est en train d'aborder des nombres dont on sait tous qu'ils sont compliqués à comprendre et à utiliser. C'est quand même un petit peu dommage. Et j'ai une autre précision là-dessus, qui est liée justement à grandeurs et mesures. L'utilisation des unités sont catastrophiques. Elle est catastrophique quand on arrive au collège, notamment les unités d'air ou les unités de volume. Est-ce qu'à un moment donné dans sa carrière d'élève, un élève va aller coller 100 petits carrés de 10 cm de côté sur 1 mètre carré, sur un carré d'1 mètre? Moi, je n'ai jamais vu ça dans les classes de primaire, je ne l'ai jamais vu au collège, enfin, sauf dans une classe. Est-ce que des élèves... Alors, je sais que j'ai une de vos collègues inspectrice générale qui m'a dit qu'elle l'avait vu faire, vont aller commencer, peut-être pas, ils vont peut-être pas aller jusqu'au bout, mais empiler des cubes dans un grand cube qui serait figuré pour dire il en faut 1000 pour remplir ce grand truc-là. Ben, peut-être qu'on aurait à un moment donné l'idée que d'abord 1000, on sait ce que c'est beaucoup, ça se construit, ça remplacerait peut-être du matériel de numération, puis on gagnerait aussi sur le fait que 1 mètre cube, c'est pas 10 décimètres cubes. Est-ce qu'on peut imaginer que des élèves construisent ces grands nombres, construisent ces correspondances entre les unités de mesure sans jamais manipuler ces objets-là? Alors il y a des chercheurs qui attribuent justement ces déficits-là au fait que justement les élèves ne manipulent pas ces objets de grandeur dans la vie courante. Ça a disparu d'aller chercher le lait avec une bouteille ou un truc, enfin, d'aller faire remplir. Donc ça ne veut plus rien dire. Et on fait travailler les élèves sur ces grands nombres ou sur ces mesures, parce que là j'ai parlé de mesures de grandeur, uniquement sur du papier. C'est absurde. Enfin, c'est absurde. Deuxième chose qui est la première de celle-ci, c'est s'appuyer sur l'oral avant de passer à des écritures symboliques. Là, je ne vais pas en rajouter. Je pense que les propos de Michel Fayol ce matin ont été clairs, mais simplement, c'est ce qu'il faut entendre, à mon avis, c'est que c'est valable aussi au cycle 3. On ne peut pas imaginer qu'on va aborder des nouveaux nombres conceptuellement sans s'appuyer sur de l'oral. C'est-à-dire que je crois que dans un des documents qui est ressources d'accompagnement, qui n'est pas encore sorti, il y a quelque chose qui dira que la virgule et le trait de fraction ne doivent pas être introduits a priori. La première leçon sur les fractions, ce n'est pas une leçon à la fin de laquelle on arrive à la notation. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Regardez les manuels, ça arrive très très vite. Et c'est là où on se dit, commencez tôt. Commencez en CM1. Mais vous commencez, dans les écoles, on commence avant. Apprendre le quart, le demi, ça se passe avant. Donc ce concept-là, il est déjà là. Donc manipulons des fractions à l'oral, par différents moyens. Et à un moment donné, on se posera la question de la représentation symbolique. Mais pas en amont. Je regarde de temps en temps ma feuille, parce que quand j'ai relu, je me suis dit qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas que j'oublie de vous dire. Troisième, c'est ne pas attendre, la grande idée, c'est ne pas attendre la maîtrise parfaite d'une notion pour en aborder une nouvelle avec les élèves. Alors ça me semble aussi être primordial quand on est enseignant. Vous savez, là, je vais reprendre un cliché, l'enseignement se construit de façon organisée, l'apprentissage est désorganisé. Si on veut penser à ça, il faut favoriser la désorganisation de l'apprentissage en l'organisant mieux.
Autrement dit, je vais faire une pause. Autrement dit, on peut imaginer quand même pouvoir travailler avec des élèves sur des choses qu'ils ne savent pas faire avant qu'ils sachent maîtriser complètement ce qu'ils devraient savoir faire. Ça paraît, mais enfin, le problème des maths, et notamment des enseignants de premier degré, c'est que souvent il y a une vision cumulative. On ne peut pas aborder ça, on ne peut pas faire les fractions tant que, on ne peut pas aborder les décimaux tant que. Peut-être, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, on l'a observé dans les classes et dans les manuels, on attend tellement longtemps que finalement, on ne fait pas. Puis si vous pensez à d'autres activités de la vie, ça ne marche pas du tout comme ça. Il y a peu de gens qui iraient sur un terrain de sport ou qui iraient sur un piano, enfin un instrument de musique, parce que si on attendait tout savoir faire avant de passer à la suivante, ça serait compliqué. Donc on fait des choses, on les fait plus ou moins bien, puis c'est dialectique, ces processus-là. Évidemment, ça a un lien avec le calcul mental. Pourquoi ça a un lien avec le calcul mental? Parce que ça a un lien, de mon point de vue, avec une notion d'enseignement spiralé. Je sais qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi dans l'enseignement spiralé, mais j'essaierai de vous expliquer un petit peu ce que j'y mets tout à l'heure. Troisième point, là encore, Michel a défriché en disant qu'il fallait absolument insister sur l'apprentissage des tables d'addition et de multiplication. Moi, qu'est-ce que j'ai à rajouter là-dessus? C'est que ouais, j'y reviendrai, ça fait partie des faits numériques sur lesquels je veux revenir. Je voulais simplement citer une anecdote. Je me suis trouvé à regarder une émission sur LCP qui comparait des pratiques d'enseignants, enfin des classes de seconde dans 3 lycées différents. Je vous la recommande, elle est super intéressante. Donc il y avait un lycée de l'Est, un lycée de la région parisienne, et puis un lycée de Paris. Et donc il y a une sœur, une fille de seconde, qui fait réviser ou apprendre ses tables, enfin réciter ses tables à son jeune frère, qui est à l'école primaire. Table de 4, donc elle dit 4 fois 6. L'autre fait réfléchir, fait 6 plus 6, 12, 2 plus 2, 4, 1 plus 1, 2, 24. La fille le regarde comme ça en disant, tu as essayé Enfin, elle le regarde, sa sœur, elle dit 4 fois 9, là, elle se reprend, elle fait 9 fois 4, 4 fois 9, donc on ne sait pas ce que ça veut dire pour elle. Et en tout cas, elle pose le 4 fois 9. Et là, il fait 9 plus 9, 18, 18 plus 8, 16, 36. C'est assez intéressant. Et la sœur répond, je ne sais pas comment elle le qualifie, tu n'avais qu'à faire 40 moins 4. Donc, c'est marrant parce que ni l'un ni l'autre, on a une maîtrise des tables de multiplication. Il y en a un dont on peut se dire, parce que c'est toujours compliqué de savoir ce qu'il y a dans la tête des élèves. Vous savez, quand on parle des activités des élèves, moi je me suis fait reprendre par mes collègues chercheurs en disant, mais tu sais, l'activité c'est aussi ce qui ne se voit pas, donc ce qui ne se perçoit pas, et donc arrête d'être aussi affirmatif. Bon, donc je suis nettement plus prudent maintenant. Mais en tout cas là, le 2 plus 1, on se dit que l'élève, donc il connaît la table les doubles, ça il y arrive, et après il pose l'opération. Donc il fait son 2 plus 2, 1 plus 1, il arrive au résultat, 24. 18, il fait du 18 plus 8, 16, je retiens 1, 1 plus 1, 36. Donc il n'est vraiment pas dans un mécanisme de construction de la table de multiplication, il est dans une espèce de mixte où il s'en sort, il fait juste la première marche d'une façon particulière, puis après, il retombe dans du calcul posé. Enfin, ça, je suppose que, voilà, ça, c'est typiquement ce dont on pourrait débattre pendant peut-être un certain temps sur ce que fait l'élève dans sa tête, mais en tout cas, il ne maîtrise pas sa table de multiplication. Peut-être qu'il est en train de l'apprendre en même temps. Je ne sais pas à quel stade ça se situe. La deuxième chose, c'est qu'on sait maintenant, Michel Fayol vous a rappelé les travaux de Jean-Paul Fischer, c'est qu'à partir du moment où ça, c'est pas su, c'est-à-dire que le même élève qu'on retrouve un moment plus tard, il va être super handicapé parce qu'il va surcharger sa mémoire de travail, et puis ça l'handicapera évidemment dans du calcul mental, dans du calcul posé, mais aussi dans les résolutions de problèmes. Parce que le rapport entre des nombres, il ne l'a pas forcément, puisqu'il les construit chiffre à chiffre. Et donc pour faire ce rapport entre les nombres, évidemment, ça va être un handicap pour lui, y compris dans des activités qui ne sont pas directement liées, j'allais dire, à la construction des nombres. Je crois que j'avais un troisième... Ouais, c'est assez intéressant quand même le commentaire de sa sœur, parce qu'elle joue sur les nombres. Elle ne maîtrise pas forcément les tables de multiplication plus que lui, j'en sais rien, hein, c'est juste une hypothèse. Mais quand elle dit 40 moins 4, c'est qu'elle fait le travail de dire 9, c'est quasiment 10, et il faudra que je compense, donc retirer 4 fois 1. Donc à la fois, elle a une proximité des nombres, ce qu'a pas du tout l'autre, que ce soit 9, 8 ou 6, il fait de la même façon, hein, son petit frère. Elle a travaillé avec 9 parce qu'elle a raisonné auprès de 10, et ensuite elle a mis ce qu'on appelle la distributivité en acte. Le calcul mental,
que le fait que le calcul mental soit privilégié par rapport au calcul posé, je vais vous en parler plus longtemps après. Donc, plusieurs des recommandations tournent autour de cela. On a même des académies qui sont intéressées pour travailler spécifiquement sur cet aspect-là. Moi, ça m'intéresse beaucoup, personnellement. J'ajoute que vous devez savoir tous, parce que vous êtes beaucoup plus que dans cette dynamique que moi maintenant, que les documents d'accompagnement, on les appelle plus les documents, les ressources d'accompagnement sont disponibles sur le calcul mental et le calcul en ligne. Donc calcul mental, calcul en ligne. Donc vous avez des exemples de tâches et puis de procédures qui sont disponibles sur Eduscol. Avant-dernier point, c'est faire dire à l'élève comment il a fait pour arriver à son résultat. Ça, il me semble que c'est juste fondamental. C'est ce que je disais, c'est lever le voile sur, alors que l'élève sache faire, ou enfin, donne une bonne réponse ou pas une bonne réponse, mais ne pas s'en tenir au résultat. Enfin, on a parlé ce midi des différentes compétences cherchées, etc., et mis la mise en œuvre du raisonnement. Si on s'en tient simplement à un résultat de calcul, ouais, on peut pas se satisfaire simplement d'un résultat. Vous voyez, le 37,5, moi, enfin, tout à l'heure, là, le 38 moins 1,5, il faut aller chercher ces procédures-là. Après, l'enseignant, il en fait ce qu'il en veut. D'abord, il se dit qu'au moment où il l'entend, si la procédure est fausse, il la laisse en l'état, mais il l'a identifiée. Donc c'est un feedback avec prise d'information, et puis il régulera, il estime que ce n'est pas le moment, il n'y a pas assez d'élèves qui sont prêts à, donc il ne va pas institutionnaliser complètement ce jour-là, peut-être faire un bilan intermédiaire, mais en tout cas il y aura peut-être quelque chose, mais il ne touchera pas à ça. Ou au contraire, il se dit que c'est le moment, ou bien il y a un élève qui est isolé, et puis mais peut-être que sa procédure est intéressante, même si ce n'est pas la plus économique. Enfin, il y a des tas de moments qu'on peut isoler à condition d'avoir fait dire à l'élève. Moi, je trouve ça très intéressant parce que, par exemple, ça permet aussi de personnaliser des méthodes. Dire enfin, méthode, c'est un terme un peu générique, on peut dire des procédures. Par exemple, quand on fait de l'addition en calcul mental, on peut soit procéder, j'allais dire, par marches successives avec une adaptation, et l'adaptation, elle se fait soit par petites marches en continuant à monter, soit par petites marches en descendant. Ouais, vous me suivez? Bon. Classiquement, quand on fait ça dans une classe, il y a des élèves qui montent, qui continuent à monter, et puis des élèves qui redescendent. Bon, il y aura la méthode à un tel et l'autre à une telle. Et puis on parlera, il n'y a pas de méthodes qui sont identifiées comme telles en maths, donc c'est assez facile. Si on choisit en plus un élève qui d'ordinaire ne réussit pas complètement dans d'autres secteurs de mathématiques, c'est une façon vraiment extraordinairement facile de le mettre en valeur. Pas du tout, j'allais dire, démagogique, quoi. C'est vrai, il l'a trouvé comme les autres, donc c'est intéressant de ce point de vue-là de bonifier. C'est archi simple. Je vais y revenir. Donc, et enfin, la dernière chose, qui est l'association de l'apprentissage des techniques opératoires à la compréhension des nombres. Ça, c'est, enfin, je vais dire, c'est une des grosses questions pour moi du 21e siècle. D'abord, il y a un grand principe. Le grand principe, c'est qu'il n'y a pas les nombres d'un côté et les opérations de l'autre. On ne peut pas imaginer que, vous avez vu Michel avec ces chiffres romains, enfin ces nombres écrits en chiffres romains. D'ailleurs, quand il a présenté, je me disais, mais il faisait comment? J'ai un peu travaillé l'histoire des maths à une époque. Donc on a des tas de procédures sur des opérations anciennes, les opérations, la multiplication à l'égyptienne, l'opération à la croix, vous savez, par jalousie aussi, sur la multiplication. Il y a des tas de trucs, mais on ne sait pas comment les Romains faisaient pour additionner, multiplier. Si quelqu'un sait, je suis preneur. Avec des abacs. Donc ils passaient par un média. D'accord. Ouais, donc ils ne servaient pas de leur numération, ils n'utilisaient pas leur numération. Enfin, pour désigner le nom, mais pas pour faire l'opération. Ah ouais? Bon, bah je reverrai la construction de Fourvière la prochaine fois que je reviendrai. Bon, ok. Oui, c'est vrai. Ok. Donc, en tout cas, je reprends un petit peu il y a un vrai enjeu sur l'apprentissage des techniques opératoires, c'est-à-dire que et je pense que quand on est formateur, c'est une des questions auxquelles on s'expose. Alors, il y a les programmes qui disent qu'il faut toujours enseigner les techniques opératoires. Il y a en même temps des documents ressources qui sont un peu plus nuancés.
et en tout cas qui reprennent cette idée-là. Tout le monde va dans ce sens-là en disant il faut accompagner l'apprentissage des techniques opératoires à la compréhension des nombres. Alors, en quoi ça continue à être utile? En quoi ça continue à être important? C'est plus nécessaire de savoir faire des opérations. Donc, à quoi ça sert et en quoi ça joue dans la construction des connaissances en mathématiques? On a entendu à la conférence de consensus des chercheurs qui prenaient quasiment leur interdiction, sauf cas exceptionnel, dans l'enseignement des jeunes élèves français, surtout, encore une fois, compte tenu du temps qu'on y consacre. D'autres, au contraire, disaient que c'était intéressant de les conserver, mais avec une perspective différente que de trouver le résultat. Parce que si on veut trouver un résultat, on n'a pas besoin de savoir faire une opération aujourd'hui. Donc ce sont des vraies questions pour vous, pour tous, hein, et des questions qu'il faut régler pour aider les enseignants. Je ne suis pas sûr que les manuels vont les aider à régler cette question-là. Donc c'est bien la formation là, qui peut les aider à trancher pour leur dire arrêtez de passer 3 mois sur la multiplication. Je ne connais pas exactement mais voilà, quels sont les enjeux d'apprentissage? Si ça sert à quelque chose, à quoi ça sert? Donc, il y a une préconisation, une recommandation qui consiste à l'associer à la compréhension des nombres. Donc ça, par exemple, on peut se dire pourquoi telle technique de soustraction plutôt qu'une autre? Moi, je suis favorable à une technique, moi, personnellement, parce que je l'ai vu dans d'autres pays, et puis je pense que ça favorise davantage la compréhension des nombres, le fait de casser, je ne sais plus comment vous dites dans votre langage à vous, casser la dizaine, enfin, ce sont des échanges. Ça permet davantage de travailler sur la compréhension des nombres. Des chercheurs, le jour de la conférence, un chercheur nous a montré que le contraire, que l'autre, bien fait, ça permettait de travailler aussi la compréhension des nombres. Sur la multiplication, il y a beaucoup de choses qui sont masquées. La distributivité est complètement masquée, donc chercher à tout expliquer, ça risque d'être difficile hein, aussi. Et la dernière chose, n'oublions pas que les procédures, les algorithmes opératoires ont été créés justement pour qu'on ne les explique pas. C'est-à-dire que ça a été fait pour que tout le monde puisse trouver les résultats d'opérations. La numération décimale et les algorithmes qu'on utilise à l'heure actuelle. Donc redétricoter, c'est un enjeu assez intéressant, mais il ne faut pas y aller les mains dans les poches quand on est formateur, je crois. Alors, avant de... Justement... alors, juste avant de parler des masses du cycle 3, je ne sais pas si ça peut s'intituler comme ça, mais comme je n'avais pas de titre meilleur, les grandes recommandations, si je fais un petit bilan de ce que je viens de vous dire là, sur les recommandations, j'ai essayé de le faire aussi, c'est manipulation, jeu, pour reprendre ce qui a été dit ce matin, mais avec une intention didactique. Il faut que ça soit inscrit. Si on fait, c'est chronophage en général, tout ce qui est manipulation. Il faut sortir du matériel, il faut le ranger, il faut le fabriquer quelquefois. Mais fabriquer même des fractions, ou des choses qui vont représenter des fractions, c'est pas si inintéressant. Travailler à l'oral, privilégier l'oral, notamment avant de passer au symbolique. Il y a des choses qui sont... je ne sais plus si je compte vous le redire ou pas, j'ai un petit... non, on va en reparler juste après. Spirale, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que on séquence pas, ça veut dire ça, qu'il n'y a pas des choses qui doivent être sues à un moment donné par tous les élèves, et si tant qu'elles ne sont pas sues, on passe à autre chose. Alors comme en même temps, maintenant, une partie des enseignants, je ne connais pas bien à l'heure actuelle ce qui se passe dans le premier degré, plus ce qui se passe dans le second degré, mais considèrent que de toute façon, il y a un certain nombre de pourcents d'élèves qui sont en échec, donc on ne va pas faire les efforts jusqu'à ce que, de toute façon, c'est une espèce, là, pour le coup, de cercle vicieux, de spirale négative. Donc, on se dit que essayer de réfléchir à une autre façon d'enseigner, justement un petit peu plus spiralée, ça peut être bénéfique pour les élèves. Travailler le calcul mental et associer des exercices ou de l'apprentissage sur les nombres et sur le calcul. Alors, je veux en profiter, je l'ai dit en introduction, je veux profiter de cet après-midi, je me suis dit que c'était une bonne occasion de dire un certain nombre de choses devant un public d'école et de collège. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, les uns ou les autres, mais au moins, je leur ai dit, ça vous permettra d'en discuter. Alors, de mon point de vue, il y en a d'autres, hein, certainement, mais comme j'ai travaillé un petit peu dans l'urgence ces temps-ci, je me suis dit que parmi les incontournables que j'avais envie de vous faire partager, il y avait une réflexion sur les faits numériques. Il y a 10 ans, on ne parlait quasiment pas de faits numériques, hein, hormis dans des milieux très fermés de chercheurs. Moi. Les fractions, les décimaux, c'est peut-être l'occasion de faire le point là-dessus. Les conceptions erronées sur les décimaux,
quelque chose sur la demi-droite graduée, puisqu'elle s'appelle comme ça dans les programmes maintenant du cycle 3, et un rappel sur ce qu'on appelle le passage du partage au quotient. Je dis un rappel parce que j'ai fait ce que je vais vous montrer est sans doute une des premières choses que j'ai montrées quand je suis rentré dans la formation. Les faits numériques. Michel Fayol vous a rappelé l'importance de la mémoire dans les acquisitions, et en particulier les acquisitions mathématiques. Et donc il y a une prise de conscience à l'heure actuelle qu'on ne peut pas faire de maths sans savoir un minimum de choses. Je le dis comme ça, et parmi ces choses-là, il y a l'étape de multiplication et l'étape d'addition, avec les scores que vous avez vus, d'ailleurs. Et donc, si on lit cette idée que la mémoire joue un rôle important, et que faire du calcul, ce n'est pas simplement un exercice technique, stérile, isolé du reste de l'activité mathématique, mais on se dit que se fonder sur un minimum de mémorisation, et je dis le minimum, c'est table d'addition, table de multiplication, avec tout ce que ça veut dire, table d'addition, table de multiplication, il a été fait allusion aussi ce matin, ça passe aussi par des tables de soustraction ou tables de division, c'est-à-dire non seulement les produits et les sommes, mais les décompositions. D'accord ? Et la deuxième chose, c'est que les faits numériques, ce n'est pas simplement des tables d'addition et tables de multiplication. En fait, quand on entend l'expression fait numérique, c'est une espèce d'outillage sur lequel chacun ne va pas faire d'effort pour se le remémorer. Donc, table d'addition, multiplication, c'est nécessaire, le minimum, mais il peut y avoir des tas de choses. Dans les programmes précédents, encore maintenant, on peut imaginer que des compositions de 60, ça fait partie, les différents diviseurs, on le dirait autrement, de 60, font partie des faits numériques qui seraient assez intéressants d'avoir. Des compositions de 100. Les relations, on le dit autrement, c'est dit autrement dans les programmes, les relations entre 25, 50, 75, 100, ça devrait faire partie des faits numériques. Il faut de faits numériques qui sont mémorisés. Mais moi, je vais plus loin aussi dans les faits numériques, c'est que, par exemple, on a parlé des tables d'addition et de multiplication, on peut imaginer que c'est la même chose sur les décompositions de 100. Je ne suis pas certain, enfin si je suis même certain du contraire, que 80 plus 20, ça soit immédiatement associé à 100, ou que combien pour aller de 80 à 100. Si je parle de milliers, c'est encore peut-être plus compliqué. 850 plus combien égale 1000 ? Je ne suis pas sûr que... moi, ça fait partie de mes faits numériques, pas forcément des vôtres, quoi. Je pense que plus on gagne là-dessus, et plus on aura un avantage, je vais y venir, un avantage notamment pour estimer les ordres de grandeur, qui est sans doute l'activité principale pour moi dans l'activité arithmétique, on va dire, à l'heure actuelle. À quoi je pensais aussi sur les faits numériques ? Ah oui, toutes les associations, ce qu'on appelle les associations de registres différents. On en parlait tout à l'heure. Au départ, la construction du quart et ses différentes écritures, c'est un enjeu d'enseignement et un enjeu d'apprentissage. Mais à un moment donné, on peut imaginer qu'un quart et 0,25, enfin que ces deux écritures-là correspondent au même nombre, ça peut être considéré comme un fait numérique. C'est un rappel automatique d'une connaissance. D'accord ? De même qu'on peut imaginer que 25%, ça soit associé aussi au quart, que 0,5 à la moitié. C'est-à-dire que multiplié par 0,5, ça soit prendre la moitié d'eux. Moi, quand j'entends fait numérique, j'entends tout ça. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces choses-là, je n'ai pas à les rappeler, et notamment je n'ai pas à les rappeler quand je fais des problèmes. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de dire, quand j'ai à résoudre des problèmes quand je suis élève, j'avais l'habitude de dire qu'au début de la scolarité, ce qui est le plus important, ce sont les nombres. La construction des nombres, vous l'avez largement entendu ce matin, et plus on avance, et plus ce sont les relations entre les nombres. Ces relations additives, et le passage de la relation additive à la relation multiplicative. Et le fait de pouvoir disposer de ces relations entre les nombres quand on s'engage dans la résolution de problèmes, c'est évidemment un sacré avantage. Il y a des exercices sur la proportionnalité qui font appel, qui sont déclenchés, parce que l'identification a été faite de deux nombres qui sont multiples l'un de l'autre. Je vais vous en présenter un exemple. Donc ces faits numériques sont vraiment fondamentaux. J'essaye de regarder si j'ai besoin de vous dire autre chose. Donc je voulais juste vous donner un exemple qui pour moi, je l'ai déjà cité à de nombreuses reprises. Quand j'étais enseignant et formateur, je commençais toutes les séances, les premières séances de formation par du calcul mental avec les enseignants, donc de mathématiques. Et je leur donnais une liste de calculs à faire. Le dernier calcul à faire, c'était donner un ordre de grandeur de 19,8% de 153
€,28. 19,8% de 153,28 €. Je l'ai beaucoup utilisé aussi en formation en premier degré, parce que ça me servait pour autre chose. Là, typiquement, ce genre de calcul-là ou d'estimation d'ordre de grandeur se fait à partir du moment où on dispose de deux faits numériques. Le fait que 19,8% c'est 20% et que 20% c'est un cinquième, et que 153 c'est pas loin de 150, et que 150 divisé par 5 ça fait 30. Donc ce sont des faits numériques, j'allais dire presque de base. Et alors je terminais donc parce que les profs de maths, il y a une génération de profs de maths qui n'était vraiment pas bonne en calcul mental, je ne sais pas si elle est meilleure maintenant. L'objectif, c'était de leur montrer que c'était un calcul qu'on faisait en sixième avec des élèves et qu'ils faisaient largement tous assez bien, quoi. Donc c'est ça ce qu'on appelle le fait numérique et la disponibilité du fait numérique. Parce que, je vais le dire autrement, ce que dit Jean-Paul Fischer dans la conférence sur la conférence de consensus sur la numération, et ça, vous le savez, vous le dites autrement, ça ne sert à rien de savoir par cœur quelque chose si on ne sait pas l'utiliser. Donc les didacticiens, ou les psychologues disaient à un moment donné, ils faisaient la différence entre des connaissances procédurales, déclaratives, pardon. Je sais que 7 x 8, ça fait 56, et une connaissance procédurale, je sais utiliser le 7 x 8 dans un exercice... ou bien je sais que dans 56, il y a 8 x 7. Donc c'est toujours pas la même chose, ces façons d'envisager la table de 8 ou la table de 7. Moi, je suis d'une autre école, entre guillemets, quoi. Je me réfère à un cadre théorique qui est celui d'Aline Robert et qui parle de mise en fonctionnement de connaissances, et on parle de disponibilité. Simplement, c'est le fait que ces tables de multiplication, d'addition, ces faits numériques en général, soient disponibles. Ça veut dire qu'on peut les convoquer quand on en a envie, et qu'à la limite, ce n'est pas nous qui décidons de les convoquer, c'est eux qui vont venir suggérer la piste à suivre dans une résolution de problème. Cette disponibilité de ces faits numériques est super important dans l'activité mathématique, parce que qu'est-ce qui constitue l'intuition? Ça, c'est des choses qu'on étudie mal, mais je pense que c'est en partie l'outillage personnel dont on dispose à partir de faits numériques. Deuxième point, oui, vous avez lu, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait dans cette... non, j'ai pas dit une chose, c'est que la connaissance de faits numériques va largement au-delà du calcul posé. J'en ai donné des exemples avec estimation d'un ordre de grandeur et résolution de problèmes, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui va arriver sur les calculs sur les fractions. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas, je vais employer un langage ancien, réduire au même dénominateur une fraction qui a comme dénominateur 8 et une fraction qui a comme dénominateur 56, et qu'on ne va pas multiplier 56 par 8, mais faire savoir qu'il y en a un qui est 7 fois plus grand que l'autre, et que ça va être un peu plus facile à gérer. Qu'est-ce qui va faire que dans une factorisation, on va essayer de travailler ensuite dans le calcul algébrique avec des nombres qui vont avoir l'air de pouvoir se prêter à une simplification du travail qu'on est en train de faire? C'est encore une fois des faits numériques. Alors, je sais qu'il y a des calculs formels, des logiciels de calcul formel, on a des calculatrices. Il n'empêche que cette possession de faits numériques est un outil social et un outil mathématique. Alors, c'est écrit petit, j'espère que vous arrivez à lire. J'espère que je ne vais pas dire de grosses énormités. J'ai essayé de le dire, simplement. J'espère que... Mais quand on dit simplement les choses en mathématiques, on s'expose. Le premier des points, c'est pour vous dire que un nombre, je vais dire comme je le disais devant les enseignants ou les élèves, un nombre est un fantôme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le voir parce que c'est un concept, un nombre. Donc c'est un fantôme. Si on veut le voir, ce nombre-là, il faut le déguiser. Il faut lui donner une apparence. Et donc à chaque fois qu'on va représenter un nombre, donc vous avez eu la représentation des nombres entiers, le passage au symbolique. Donc ce passage au symbolique, il va se faire à travers différentes représentations. Donc ce que je dis là, la première chose, c'est qu'une fraction n'est pas un nombre en tant que tel, mais une écriture d'un nombre parmi d'autres. On peut très bien penser la moitié de 1 sans avoir à écrire quoi que ce soit. Donc on est sur un concept, mais on n'est pas obligé de l'écrire 1. Alors je vous passe encore la barre oblique, 1,5, ou un peu plus tard 0,5. Donc ça, c'est une des choses fondamentales. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je suis toujours gêné. J'ai eu une discussion récente avec un de vos collègues sur fractions et décimaux. Ça ne s'oppose pas, fractions et décimaux, puisque des fractions peuvent être l'écriture de nombres décimaux. Donc effectivement, dans le langage pédagogique, on sait de quoi on parle tous, enfin
plus ou moins. Donc c'est important de séparer qu'une fraction, ce n'est pas un nombre décimal, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui soit assez clair. D'abord, première chose, une fraction, c'est l'écriture d'un nombre parmi d'autres. Deuxième chose que vous savez, c'est que plusieurs fractions, ou des écritures fractionnaires, ça dépend des années et des programmes, peuvent désigner le même nombre. D'accord ? Quand je pense à un demi, je peux aussi penser 2 quarts, 5 dixièmes, 12 24e, ou bien d'autres. Ok ? Donc tout ça, ce sont des écritures qui désignent le même nombre. On parle de selon les époques ou selon les pays, on parle de fractions égales ou de fractions équivalentes. Pour information, par exemple, en Italie, ils parlent toujours de fractions équivalentes, quand il s'agit de dire que 2 fractions désignent le même nombre. Un nombre décimal, ensuite on arrive à un nombre décimaux. Il se trouve que je me suis commis à faire quelques manuels à un moment donné. Comment définir un nombre décimal en 6e? C'est super compliqué. Donc, un nombre décimal, on sait que c'est un nombre dont une des écritures est une fraction qui a pour dénominateur une puissance de 10. Alors, évidemment, on ne va pas écrire ça dans un manuel de 6e, on ne va pas dire ça à un élève de CM1. D'autant plus que le nombre décimal, il ne l'aura pas rencontré comme, un quotient. Il l'aura rencontré comme un nombre entier, puis un bout de truc qui fait qu'on est entre les deux nombres entiers. Donc, plutôt comme une somme d'entiers et une fraction décimale. Donc, ok, on est clair sur l'histoire du nombre décimal, mais pas forcément clair sur comment on l'introduit auprès des élèves. Une autre écriture, une fois qu'on a une écriture, le nombre décimal, ok, on a une fraction, dénominateur, donc le nombre qui est en dessous, là, celui qui sert à nommer, c'est une puissance de 10, c'est-à-dire 10, 100, 1000, etc. Au-dessus, on met ce qu'on veut. Dès qu'on divise par 10, 100, 1000, on va tomber sur un nombre avec une écriture à virgule, comme vous dites, enfin, comme on dit, notamment dans le premier degré. Ça, par exemple, écriture à virgule, c'est un truc qu'on ne dit pas. Vous savez, on ne le dit pas dans le second degré. Ça arrive de plus en plus, j'ai l'impression. Mais c'est un truc que moi, j'ai découvert en travaillant avec les collègues du premier degré. Donc, écriture à virgule, donc c'est un prolongement. En fait, cette écriture à virgule, c'est un prolongement de l'écriture décimale de position, dont on a parlé ce matin pour les entiers, à un séparateur près, ou un truc près. Je crois que je l'appelle plutôt repérateur, enfin c'est pas moi d'ailleurs, hein, il y a un certain nombre de didacticiens qui disent que la virgule, elle sert à repérer le chiffre des unités plutôt qu'à séparer. L'écriture décimale des nombres décimaux, elle a été inventée encore une fois pour qu'on puisse écrire ces nombres-là qui ont une partie décimale correctement et faire des opérations facilement avec. Ça avait 2 avantages. Le premier, c'est que tout ce qu'on savait avant sur les nombres entiers, on pouvait l'appliquer dans l'écriture, notamment le fait que le chiffre d'après va être 10 fois moins. Et puis, ça marchait de la même façon dans les opérations. Donc, c'était quand même c'est super intéressant. C'est plus gênant pour d'autres choses, parce que cette écriture décimale, 10 a moins de diviseurs que 60. Ça, c'est une autre histoire. Troisième chose qu'il faut régler, mais ça, je crois que maintenant, il y a de moins en moins de manuels qui écrivent des bêtises. La partie décimale d'un nombre décimal, c'est un nombre qui est inférieur à 1. 7, je dis ça parce que là, pour le coup, il y a 30 ans, je ne pense pas que je vous aurais dit ça. Hein. Dans les manuels, on disait on entoure la partie entière, on entoure la partie décimale. 7, 28. Non, la partie décimale, c'est 0,28 ou 28 centièmes. D'accord ? Parce que quand vous énoncez des règles après, ça va avoir de l'incidence sur l'addition. On additionne les 2 parties décimales. Si on additionne 28 et 5, on ne sait pas de quoi on parle. Alors que si on additionne 28 centièmes et 5 dixièmes, on sait qu'on va parler d'un nombre qui ne fera pas 33 centièmes. Un nombre entier est un nombre décimal. Partie décimale nulle. D'accord ? Je vous dis, j'ai peut-être l'air de radoter, puis vous avez peut-être que vous pensez que je dis des choses évidentes, mais dernière chose, et qui est le plus difficile, c'est le fait que certaines fractions ne sont pas des écritures de nombres décimaux. C'est-à-dire, si on veut passer à une écriture décimale, on a une écriture décimale du nombre qui sera associé à cette écriture fractionnaire qui serait illimitée. Et là, c'est là où on parle de nombres rationnels. Alors, évidemment, j'ai vu revenir dans les programmes, dans les programmes, nombres rationnels, je crois, ou documents ressources. Enfin, je l'ai lu dans un document officiel, ou je l'ai entendu dans la bouche de quelqu'un qui présentait les programmes. En tout cas, les nombres rationnels, c'est le terme mathématique qui correspond justement aux nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions qui ne sont pas des nombres décimaux, avec des nombres entiers. Donc, le véritable, c'est-à-dire l'équivalent de nombre entier,
Le nombre entier, c'est un concept qui fait que quand on a 4 objets, ou 4 personnes qui sont assises sur 4 chaises, on pense toujours au même nombre. Le nombre rationnel, c'est la même idée, avec un concept qui ne travaille pas sur les nombres entiers, mais sur le fait que quand on pense la moitié, que ce soit la moitié d'un litre, que la moitié d'une tarte, la moitié d'un segment, etc., on pense toujours au même concept. Donc après, on va le traduire de façon différente, on va l'écrire de façon différente, avec différents registres de représentation. Je pense juste à quelque chose, parce que j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une scène en fait, qui m'a permis de comprendre pourquoi l'apprentissage scolaire des élèves sur les fractions était aussi compliqué. C'est qu'une petite fille qui disait à ces moments, est-ce que je peux avoir la moitié? C'était un croissant, je ne sais pas quoi, donc la moitié a été coupée. Mais évidemment, ce n'était pas la moitié, c'était un morceau d'œuf. Jamais une maman ou un papa coupe la moitié de quelque chose pour... voilà. Donc on coupe la moitié et on donne un morceau. Bon, ben... Je me suis dit que j'avais sous-estimé sans doute un certain nombre de difficultés d'approche avec l'approche, enfin, quand je parlais de fraction, en disant que c'était juste un concept scolaire, quoi. Voilà, je crois que... Je voulais vous dire aussi quelque chose, j'en rajoute, mais ça serait intéressant d'en reparler, mais c'est compliqué. Évidemment, les fractions sont très anciennes. Vous êtes déjà là. Les fractions sont très anciennes, bien avant l'écriture décimale. Donc les mathématiciens, les gens travaillaient avec des fractions bien avant que l'écriture décimale n'existe. Donc on peut très bien penser des fractions sans avoir à sa disposition des chiffres de 0 à 9 avec lesquels on va écrire ces symboles, ces nombres. Misconception, ça veut dire en fait conception erronée, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas concevoir comme des erreurs. Ce sont des représentations qu'on trouve dans les parcours d'apprentissage des élèves et qui peuvent être considérées pour eux comme quelque chose qui marche, quelquefois d'ailleurs, et qui ne marche pas dans d'autres occasions. Alors, première misconception que vous connaissez, le nombre le plus long. Alors c'est compliqué à dire autrement, hein, c'est le nombre dont l'écriture décimale s'écrit avec le plus de chiffres, est le plus grand. Donc c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, 150,65 serait plus grand que 150,7 parce que 65 est plus grand que 7. Vous voyez que dès qu'on travaille autrement et qu'on travaille en disant... Ouais, j'ai sauté peut-être une étape d'ailleurs, hein, c'est non seulement l'introduction de la virgule à l'écrit, mais même à l'oral. C'est-à-dire que si je dis que 150 et 65 centièmes, ça c'est pas la même chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que de dire 150,65, où on entend 65 et rien d'autre. Et si la tâche, elle le comparait à 150 et 7 dixièmes, on ne va pas comparer des centièmes et des dixièmes automatiquement, enfin peut-être, en tout cas. Un nombre décimal a un successeur, ça c'est évidemment faux, au sens des... Donc là, ce sont deux prolongements de raisonnement qu'on tient sur les entiers. Donc 3,2 suivrait 3,1. Un des exercices que j'aimais bien, c'était de donner 10 chiffres, non pas 10 chiffres, 10 nombres compris entre 3 et 4. Donc vous savez, c'est vraiment le 3,1. Et ça tombait 3,1, 3,2, 4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 3,10. Il faut en faire un dixième. Et là, on avait la matière à travailler. Quand on multiplie, on obtient un nombre plus grand. Ça devient, c'est vrai pour les entiers, enfin, excepté 0, et là, ça devient faux. Donc, ce qui expliquait peut-être l'obstacle pour le 62 multiplié par 0,5. Puis deux choses que j'ai découvertes. Alors, il y en a une dont je me souviens bien, l'autre un peu moins, mais je vous les signale, parce que comme ce sont les chercheurs qui nous les ont... J'ai pas eu le temps de me replonger dans l'explication du deuxième. Le premier, j'ai compris. Et ça, je ne la connaissais pas avant de les avoir entendus. Peut-être que vous le savez. Le nombre, c'est la règle opposée à la première. Cette fois, c'est le nombre qui s'écrit avec le plus de chiffres et le plus petit. Parce que plus on met de chiffres qui valent rien, et plus on diminue la taille du nombre, quoi, en gros. D'accord ? Donc, c'est une histoire de confusion. Alors, les chercheurs nous expliquent que ça a une confusion avec les fractions, je crois. C'est-à-dire qu'il y a une confusion avec le 0, ça ne marche pas très bien, mais 1,45, si on l'associe à 1,45e, c'est évidemment plus petit que 1,5. C'est-à-dire que plus on élève la taille de ce qu'il y a derrière, là, le séparateur, et plus on diminue la valeur du nombre. Je parle comme les psychologues, Michel. La valeur du nombre. Donc les nombres ensuite dont l'écriture comporte un zéro final sont les plus grands. Alors ça, je n'ai plus l'explication en tête, mais je vous signale que ça fait partie des erreurs qui ont été identifiées également par les psychologues.
point suivant, l'histoire de la demi-droite graduée. Donc Michel en a parlé ce matin, Michel Fayol en a parlé ce matin, avec la partie sur la ligne numérique. Donc je vous rappelle que la recherche a montré l'existence d'une association entre performance arithmétique plutôt que mathématique et score à des exercices qui ont comme support la ligne numérique. Et Michel nous a réexpliqué ce matin que non seulement il y avait une corrélation forte, donc c'était des bons indicateurs de la performance arithmétique, et même que la réussite à des exercices qui avaient comme support la numérique, ça pouvait constituer des prédicteurs de réussite. Donc c'est assez riche d'un point de vue des renseignements que ça fournit à la recherche, mais aussi, pourquoi pas, à un enseignant dans sa classe ou dans son école. Et donc là il y a un vrai sujet de réflexion, je pense, pour le cycle 3. Comment on passe de ce que les enseignants du cycle 2 font avec une ligne numérique à ce qu'on va faire au cycle 3 avec une demi-droite graduée? Est-ce que c'est le même objet d'abord? J'allais dire que la ligne numérique, elle permet de passer d'une représentation d'un nombre entier sous forme de « je compte une collection » à « je me déplace sur un axe ». C'est-à-dire je compte le nombre de pas. Puis après, tout l'enjeu, ça va être de remplir l'espace qu'il y a entre les pas que j'ai marqués, donc mes graduations entières. Donc on va graduer petit à petit et on va remplir cette droite numérique ou cette demi-droite numérique graduée en découvrant des nouveaux nombres. D'abord des fractions, ensuite des décimaux, mais aussi d'autres fractions. Et j'allais dire que ce qu'il vous a rappelé ce matin sur les entiers, c'est particulièrement vrai sur les fractions. La dernière chose, justement, c'est qu'on passe, comment le dire, parce que ça, c'est des choses compliquées que j'ai comprises aussi assez tard, c'est le support privilégié pour passer des mesures au nombre. Si vous pensez à un quart, c'est la distance, c'est l'écart entre deux graduations, quelle que soit la graduation, si vous graduez en quart. C'est-à-dire que vous faites un quart, un demi, trois quarts. Si vous pouvez très bien placer un quart entre trois quarts et un. Là, on est encore dans la part presque de pizza, quoi. On a partagé l'unité en un. Par contre, au moment où on va s'interroger à associer à une position sur la droite graduée un nombre, on parle de l'abscisse, à ce moment-là, la mesure va devenir un nombre. Enfin, de mon point de vue en tout cas, peut-être qu'il y a discussion, mais le passage franc où on va passer de la mesure au nombre, c'est le moment où, justement, il y aura un nombre et un seul, avec différentes écritures. Et c'est là aussi où la demi-droite graduée est riche, parce que, justement, selon qu'on considère le registre de représentation, c'est-à-dire la façon dont on va graduer la demi-droite, avec différentes formes de fractions nombre décimaux, on va s'apercevoir qu'on arrive toujours au même point. Si vous graduez en huitième, si vous graduez en quart, et vous allez tomber toujours sur le même point si vous faites 2 huitièmes ou un quart. Si vous passez en écriture décimale et vous dites, tiens, je vais graduer de 0,25 en 0,25, on va tomber toujours sur le même point. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt de travailler avec cette demi-droite graduée. L'autre intérêt qui est assez fantastique, c'est que là, maintenant, les moyens numériques le permettent, c'est de zoomer. Et donc, quand on zoome, on peut savoir qu'on étire, entre guillemets, la droite graduée numérique, et on peut savoir qu'il n'y a pas de vide, là. Donc, on peut continuer à graduer. Et si on continue à graduer, on construit des nombres décimaux avec davantage, évidemment, de précision. La dernière chose, d'ailleurs, vous voyez, je suis en train de m'appuyer un petit peu sur ce qui vous a été dit ce matin, en essayant de voir comment, sur le cycle 3, ces choses-là, ça pouvait fonctionner aussi, mais appliqué à d'autres nombres. Le support pour les activités arithmétiques, c'est fantastique. Hein. C'est-à-dire que associer, là aussi, on passe, vous imaginez les nombres entiers, pendant tout un moment, pour des élèves, c'est j'ai un sac où il y a des gâteaux, j'en prends 5, je prends un autre sac où j'en ai 3, au total j'en ai 8. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'explications, et ça c'est d'autres chercheurs qui nous l'ont expliqué, en disant que justement, les problèmes additifs étaient souvent faits par la découverte, la construction de réunions, de cardinaux de réunions. Quand on travaille sur la droite graduée, ce n'est pas la représentation qui vient spontanément. On est plutôt en termes de déplacement. Je fais 3 et je refais 5. Donc on est sur des états qui ont été identifiés dans d'autres théories didactiques, des mots avec état, transformation, mais déplacement, ça va bien aussi. Et en plus, ça tombe bien, parce que c'est comme ça qu'on va réfléchir un peu plus tard, notamment sur les nombres négatifs. Donc, et ça tombe bien aussi parce qu'on peut faire ça dans d'autres domaines que les mathématiques.
On est sur une ligne de terrain de basket ou de je ne sais quoi, et on peut marcher, faire des graduations, et on peut travailler la numération, en tout cas le calcul simple, parce qu'on a dit tout à l'heure que les tables d'addition étaient méconnues. Ben allons-y, travaillons-les, et faisons déplacer. Et peut-être que ces va-et-vient que les élèves vont faire dans un sens ou dans l'autre, ça va faciliter la mémorisation des résultats qu'on veut leur faire mémoriser. Je crois que c'est tout. Ouais, je voulais réinsister quand même sur un dernier point. Je parlais de quart tout à l'heure. Il faut comprendre quelque chose, enfin il me semble qui est important aussi, c'est quand on fait du découpage de fractions, on ne travaille pas sur les nombres, ou pas forcément sur les nombres. C'est-à-dire que si je prends un pizza ou un gâteau, vous prenez ce que vous voulez, et que je demande à un élève de le couper en 4, il va peut-être couper en 2, puis en 2, il va travailler sur 2 et 2. Mais spontanément, on est loin de 0,25. On aura simplement, au mieux, travaillé sur un concept qui peut s'appeler un quart, parce que l'élève aura obtenu 4 morceaux de pizza et superposables, enfin qui ont la même dimension, la même taille, ce qu'on veut, et qui vous permettent de reconstituer l'unité. On est loin du domaine numérique. On est dans un domaine des grandeurs. Mais on n'est pas du tout dans le domaine numérique. Ou pas du tout. J'exagère, je caricature, c'est pour marquer, on y est un peu. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'élèves qui peuvent couper très bien des pizzas en 4 sans avoir la capacité de passer dans le domaine numérique ensuite pour passer du quart à 0,25. Donc il faut être vigilant. Encore une fois, comme le disait Michel tout à l'heure, il ne s'agit pas d'exclure une activité aux dépens de l'autre. Ça veut dire simplement que ce passage justement du quart de pizza ou du quart de gâteau, là, comme on voit dans les fiches, un travail sur la droite graduée, ça a des enjeux d'apprentissage qui sont importants à identifier. Dernier point, sur le passage alors, je ne veux pas déflorer le document d'accompagnement, ressources, là, qui va sortir de façon imminente. Peut-être qu'il est sorti même aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, qui s'appelle les fractions et décimaux. Il est redit dans ce document que il y a deux visions des fractions. Il y a une fraction qui correspond à des partages de grandeur physique. Concrètement, si je prends une unité et que je veux mesurer la longueur de la table, peut-être que la longueur de la table ne va pas correspondre à un nombre entier d'unités. Donc il faut que je coupe mon unité et donc que je travaille avec des fractions d'unités. Puis ensuite, on compare ces fractions d'unités, on les additionne, on met des opérations là-dessus, et petit à petit, on les fait passer sur des droites graduées ou des demi-droites graduées. Entre guillemets, on leur confère un statut de nombre. Puis il y a une deuxième vision de la fraction, qui est d'ailleurs la vision mathématique, qui consiste à dire c'est un nombre tel que si on multiplie par le dénominateur, on obtient le numérateur. Ça, c'est la vision quotient. Je vous rassure, moi j'ai mis très longtemps, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire quand j'étais jeune prof. Je ne me croyais pas, peut-être sur le partage, j'avais du mal à concevoir qu'il y avait une autre vision que la vision quotient. Je l'ai déjà montré, peut-être que c'est quelque chose qui est facile pour vous à comprendre. Je me suis permis de le remontrer aujourd'hui. La différence entre, en fait, 4 tiers version partage et une version qui serait plus du côté 4 divisé par 3. C'est-à-dire le nombre qui, multiplié par 3, va donner 4. Ça a une importance d'ailleurs, même dans la façon de le dire. Alors, je ne vais pas refaire de cours langagiers sur la façon d'exprimer les fractions dans d'autres pays, mais quand on est en partage, on prend 3 parts, et on coupe en 3 et on en prend 4. Donc c'est parmi 3, j'en prends 4, ce qui est déjà compliqué en l'occurrence, là, parce qu'on dépasse l'unité. Mais en tout cas, c'est le dénominateur qui a le plus d'importance, et ensuite on compte le nombre de parts. Quand on travaille en quotient, on va diviser un nombre de parts par un nombre donné, en l'occurrence 3. Si je le représente, 4 tiers, ça correspond, on part d'un segment d'une unité, de longueur une unité, on le coupe en 3. Donc ça représente un tiers d'une unité, et on en prend 1, 2, 3, 4. Donc on obtient un segment de longueur 4 tiers. Quand je pense au quotient, je prends une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, et je me pose la question de partager ce gros truc-là en 3. Et moi, ce que je dis depuis très longtemps maintenant, et là, on obtient un segment qui a comme longueur le tiers de 4 unités. Moi, ce que je dis depuis très longtemps, c'est que ça, c'est très compliqué à faire que les deux élèves fassent coïncider ces deux visions d'une fraction ou d'un nombre rationnel, que ces deux visions doivent cohabiter, parce qu'il n'y en a pas une qui va être exclue aux dépens de l'autre,
qu'on ne va pas utiliser la même vision dans les mêmes situations, et que le professeur ou l'enseignant, enfin l'enseignant, quelqu'un qui explique, qui cherche à faire apprendre un élève, doit être très vigilant à la représentation sur laquelle il s'appuie quand il parle. Parce que j'ai un certain nombre de situations où j'ai la preuve, j'allais dire vidéo, où on voit très bien que l'enseignant pense à une représentation et l'élève à une autre. Et là, ça ne peut pas marcher. Donc, il y a deux choses que je voudrais, sur lesquelles je vais insister. C'est c'est vous mettre d'accord entre vous, mais ça, je pense que les programmes vont clarifier les choses, sur la progressivité, à quel moment on aborde les choses, est-ce qu'on commence avant la dernière année ou pas. Pour l'instant, je crois, mais je parle sous contrôle, parce que je ne suis pas complètement dans le coup, je crois que le quotient, la vision 4 tiers est encore réservé aux dernières années de cycle 3. Hein? Oui. Ouais, mais ce n'était pas clair, justement, avant. Moi, j'ai vu des situations qui étaient un petit peu bizarres. Et je dis aussi que c'est difficile, qu'il y a un vrai enjeu, notamment pour l'exemple que j'ai choisi, parce que là, pour le coup, 4 tiers, ce qu'on appelle un vrai rationnel, c'est-à-dire que ce n'est pas un nombre décimal. Donc, vous ne pouvez pas vous appuyer vraiment sur une autre écriture pour travailler autrement. Je regarde l'heure. J'ai 10 minutes pour parler du calcul mental. Si on s'arrête à 16 heures. Je vais peut-être déborder un tout petit peu, mais... Bon, je vous ai mis une citation que je mets depuis aussi un certain nombre de présentations. C'était une citation qu'un élève m'a écrite il y a maintenant assez longtemps, mais c'était pour montrer que le calcul mental fait travailler sur des dimensions qui ne sont pas forcément celles qu'on attend, sur des dimensions effectivement de prise de décision, de stratégie, résolution, et puis confiance. Bon, c'est anecdotique et je n'ai pas le temps de commenter tout ça, mais il y a presque tout là. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut entendre par calcul mental? Clairement, l'ensemble des activités qui consistent, enfin c'est ma conception à moi en tout cas, ou celle d'un certain nombre de chercheurs, notamment étrangers, mais aussi celle de Denis Butlen en France, qui consiste à effectuer des opérations avec des nombres. Bon, ça, on est d'accord, essentiellement sans aide matérielle externe. Je dis essentiellement sans aide matérielle externe parce que on peut très bien, on verra tout à l'heure dans les palettes de possibles dans les scénarios, prendre un morceau de papier pour griffonner 2-3 trucs ou travailler, faire du calcul mental sur un logiciel. On a un support externe, ça peut être un support de lecture, ça peut être un support d'écriture. Bon, ça ne veut pas dire que l'activité, elle n'est pas néanmoins mentale. On verra que c'est plutôt dans les stratégies qu'on utilise, dans les procédures qu'on utilise, plutôt que finalement dans le recours ou non au support. Mais je dis que ça va au-delà, parce que moi je mets dans le calcul mental, et c'est en cohérence avec ce que je vous ai dit sur le fait numérique, toutes les transformations sur les désignations des nombres. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on met en tout cas moi je mets dans le calcul mental toutes les transformations d'écriture et de représentation des nombres. C'est-à-dire le passage de 1/4 à 0,25, le passage de 1/10 à 10%, le passage de 20% à 1/5, le passage de 2/4 à 1,5, enfin tout ce que on peut faire comme forme d'exercice d'entraînement, ça veut dire qu'on peut les faire aussi, mais ça veut dire que tout ça est dans le calcul mental. Et notamment, vous verrez que ça a une importance, parce que ça a une importance dans la construction des apprentissages. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler mentalement sur ces idées, sur ces notions-là, en particulier les désignations, sans en faire beaucoup, mais par imprégnation, et c'est plus efficace que de faire la leçon sur les fractions, sans doute plus efficace. Et puis je l'ai déjà cité, j'associe quand même, je mets dans le calcul mental un travail qui participe, alors tout ou en partie, ça peut être simplement sur la stratégie, sur l'estimation d'un ordre de grandeur, mais en tout cas à la résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'on peut très bien lier calcul mental et résolution de problèmes, je donnerai 2 exemples, et encore une fois, qui mettent en jeu des données mathématiques, dans des données numériques, pardon, dans un cadre maths, strictement maths, ou bien alors dans un cadre extra-mathématique. Ce que je dis là, d'ailleurs, c'est valable aussi, à mon avis, pour le calcul algébrique mental, et dans les activités mathématiques qu'on peut faire au collège ou au lycée. Alors, il y a effectivement une forte proximité là, avec le concept anglais de number sense. Alors, je le cite parce que c'est pour vous, la formateur. Vous avez entendu parler, Michel Fayol, de sens du nombre. Je crois que ce que j'ai compris chez les psychologues, c'est sens du nombre, c'est l'intuition d'une quantité. Et chez les didacticiens et les didacticiens que j'ai lus, notamment les étrangers, enfin, ils ne s'appellent pas comme ça, mais spécialistes des mathématiques en sciences de l'éducation, le sens des nombres, c'est davantage
C'est davantage le sens, la conscience des nombres au sens du « je connais un certain nombre de choses sur les nombres, sur la relation entre les nombres, et j'ai envie de les utiliser dès que je peux ». C'est-à-dire qu'il y a même une notion d'inclination, enfin ce qu'ils appellent inclination, c'est-à-dire d'avoir envie d'avoir recourir à des procédures personnelles plutôt que de passer par une procédure algorithmisée. Ouais, j'ajoute même que dans le concept de number sense, il y a justement ce dont j'ai parlé, mais que je vais redire autrement, qui est la capacité à porter des jugements mathématiques et à élaborer des stratégies utiles et efficaces dans la gestion de situations numériques. Donc c'est beaucoup plus que simplement l'intuition des quantités. Alors, très rapidement, dimension du calcul mental, efficience versus efficacité. Ça veut dire qu'un calcul posé, c'est pour ça que les algorithmes ont été utilisés pendant des siècles, c'est que quel que soit le nombre, ça marchait, ou presque, on pouvait faire toujours la même chose, ou presque. Donc on ne se préoccupe pas des nombres, on ajoute, on part du chiffre des unités pour l'addition, et puis on a une méthode, un algorithme qui va permettre d'arriver au résultat. Pour le calcul mental, ce n'est pas la même chose. On n'a pas toujours la même procédure, ça dépend des nombres qui sont en jeu. Et donc c'est cette souplesse-là qu'on va imaginer être utile justement à la construction des apprentissages. Dans les dimensions, il y a évidemment la mémorisation des faits numériques et la disponibilité de procédures automatisées, ça j'y reviens pas. L'habileté pour déterminer un ordre de grandeur fondamental sans doute à l'heure actuelle. La tendance et l'envie d'y recourir, ça j'en ai parlé un petit peu. Et ce qu'il faut, à mon avis, c'est la dernière, ce qu'il faut, ce que je suggère fortement, c'est que le calcul mental soit perçu comme un apprentissage parmi d'autres, c'est-à-dire une fin en soi. Il faut savoir faire, entre guillemets, pour un certain nombre d'élèves, un certain nombre de calculs. Pour les élèves, un certain nombre de calculs, dont l'entraînement à des faits numériques pour qu'ils les mémorisent. Puis il y a surtout, le calcul mental peut être vu aussi comme une modalité qui va permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances mathématiques, et donc qui, en quelque sorte, dépasse complètement les objectifs initiaux. C'est simplement une modalité d'apprentissage parmi d'autres. La difficulté, ensuite, c'est de comprendre en quoi, c'est un petit peu, on parlait aussi tout à l'heure du numérique, à quel moment il est plus intéressant de faire du calcul mental, quel avantage ça procure, plutôt que d'avoir proposé un autre type d'activité aux élèves. Comment on l'articule dans l'année, comment on l'articule par rapport à un thème donné, comment on construit sa séquence, sa progression. Et donc, c'est ces questions-là qu'il faut se poser quand on veut avoir recours à du calcul mental. Ce que nous dit la recherche, rapidement, puisque elle est unanime, la recherche, sur les bienfaits du calcul mental. Alors, si j'avais un œil derrière moi à me dire attention, méfiance, c'est une certaine pratique du calcul mental, certainement qui a des bienfaits. C'est moins vrai que ça, en fait. J'ai rarement lu des résultats négatifs d'expérimentation sur le calcul mental ou de résultats tirés d'enquêtes sur le calcul mental. La seule chose vraiment à laquelle il faut être vigilant, mais ça a été mis en avant très tôt par les chercheurs, c'est qu'un type de pratique de calcul mental peut ne pas avoir d'effet et au contraire augmenter l'anxiété des élèves donc sans améliorer leurs compétences. Et ça, quand on a creusé un petit peu, on s'est aperçu que c'était des calculs procéduraux, stricts, j'allais dire à l'ancienne, et qui ne permettaient pas justement aux élèves de développer des stratégies personnelles et de construire des noms. Et donc, ce que disent maintenant la plupart des chercheurs, notamment à l'international, les anglo-saxons, les néerlandais auxquels Michel Fayol faisait allusion tout à l'heure, ont beaucoup travaillé là-dessus, c'est que l'accent doit être essentiellement porté en calcul mental sur la connaissance des nombres et l'estimation d'un ordre de grandeur d'un résultat. Et donc, et de façon corollaire, c'est que l'enseignement exclusif et mécanique des algorithmes en calcul posé est maintenant unanimement rejeté au sein des chercheurs. Alors, je dis encore une fois, l'enseignement exclusif et mécanique. Ce n'est pas l'enseignement seul, c'est exclusif et mécanique, est rejeté au bénéfice de la compréhension par les élèves des méthodes et des stratégies utilisées en calcul mental.